exclusive, c'est cette nouvelle émission que vous propose la rédaction de CNews. C'est l'occasion pour nous de recevoir d'éminentes personnalités et d'obtenir d'eux des déclarations exclusives, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir sur ce plateau M. Mamadou Makalou. M. Mamadou Makalou est ancien ministre. M. Makalou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez été ministre sous Wade à 2 reprises. Oui. Et limogé 2 fois. Oui. Vous nous avez dit un jour que vous n'avez jamais eu l'occasion de vous expliquer sur les raisons qui vous ont poussé à quitter ces gouvernements-là. Tout à fait. Aujourd'hui que CNews vous donne cette occasion-là, quelle est votre choix? Merci beaucoup. En 2001, j'ai été nommé par le président Abdoulaye Wade comme ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. 2-3 mois après, j'ai été limogé parce que j'étais purement et simplement mis au banc de l'espace politique local de Kédougou par un homme bien placé dans l'État qui voulait purement et simplement me faire remplacer par son ami. Même quand on m'a nommé, quand la personne m'a reçu, a dit, mais purement et simplement, vous savez que mon ami, c'est elle. Vous occupez un poste que je voulais lui destiner, mais vous n'allez pas durer. Et bien, 3 mois après, quand on m'a envoyé au Zimbabwe, à la foire internationale du livre de Zimbabwe, eh bien, au matin, on m'appelle pour dire que le président a décidé de se séparer de moi. Il n'y avait pas, mais vraiment pas, un chat à fouetter. Il n'y avait aucun motif. Les gens ont épilogué, c'est une incompétence, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a que le certificat d'études. Que j'avais donné un faux CV, alors que mon CV, je l'ai donné au président de la République, accompagné de la photocopie légalisée de mes diplômes. Je venais de faire 5 ans d'études supérieures. Bon, alors, donc, aussitôt que j'ai été limogé, pour justifier le limogeage, on a organisé une campagne de dénigrement sans précédent. On m'a traîné dans la boue. Et c'était l'œuvre de qui? C'était l'œuvre de cet homme que je ne veux pas nommer, qui était bien placé dans l'État et qui voulait coûte que coûte me tuer politiquement pour que son ami émerge localement à Kédougou. Voilà la raison pour laquelle j'ai été... Et cet homme-là était très très bien placé dans l'État à l'époque. Bon, j'ai quitté, mais à quelque chose malheureux bon. Parce que quand j'ai quitté, les déclarations, les insinuations mensongères, les mensonges qui étaient distillés dans la presse étaient tels que mes collaborateurs à l'époque m'avaient demandé de porter plainte pour diffamation, certains pour insinuations mensongères, d'autres pour des déclarations mensongères, pour des accusations fallacieuses. Donc, moi, j'ai été nommé et 7 mois après, j'ai été limogé. Pourquoi? Parce qu'on est venu me proposer dans mon bureau un jour, je connais les personnes, d'être un membre acteur, même un responsable de la génération du concret, parce qu'on prévoyait la succession d'Abdoulaye Wade par son fils. J'avais répondu dans mon bureau, j'étais ministre, que je n'ai pas vu encore une tête qui porte correctement à la fois 2 chapeaux. Qu'on ne peut pas être dans un parti, le PDS, qui a pour secrétaire général le président Abdoulaye Wade, être encore dans un autre mouvement politique dont le responsable n'est pas Abdoulaye Wade. Je ne peux pas accepter de faire ce double jeu-là. Si Abdoulaye Wade un jour décide de céder la place à son fils dans le parti, à ce moment, il m'appartiendra, comme il appartiendra à tous les autres militants et responsables, de savoir est-ce que cela est opportun et légal. Et on décide en conséquence. Mais je ne peux pas accepter que le président Wade soit aujourd'hui le secrétaire général du parti, président de la République, en même temps qu'on anime encore un autre mouvement politique, et que moi je me mets dans ce mouvement-là également pour jouer de grands rôles, je ne peux pas l'accepter. Vous faites partie des premières défections. J'ai refusé sans dire mot à qui que ce soit. 1 mois après, à 4 h du matin, on me convoque à l'hôtel Café Rome. À Café Rome, à 4 h du matin, on m'appelle. D'ailleurs, on m'a appelé par un numéro par lequel seul le chef de l'État et les membres du gouvernement m'appellent parce que c'est un numéro spécial pour les ministres. On m'appelle, on me dit de venir. Il y a une importante réunion. Je viens à Café Rome, je m'arrête parce que je n'étais pas bien habillé, je n'étais même pas avec mon chauffeur. C'est moi-même qui ai pris ma 4x4 pour venir. Je suis arrivé à l'école privée Jeanne d'Arc, je me suis arrêté. Quand j'ai appelé, je dis que je suis arrivé, mais je ne peux pas entrer à Café Rome parce que je ne suis pas bien habillé.
Ils ont dit, mais vous êtes où, monsieur le ministre? Je suis en face de la porte de Jeanne d'Arc. Nous souhaiterions que vous soyez un membre actif et même un responsable de la génération du concret pour que demain, Karim Wade succède à son père. Mais j'ai dit, mais il y a un mois seulement, vous m'avez posé la même question. Mais désolé, mais je vais vous donner la même réponse que je vous ai donnée il y a un mois. Je n'ai pas vu encore une tête bien faite qui porte à la fois deux chapeaux correctement. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être dans le PDS aujourd'hui, dont le secrétaire général est Abdoulaye Wade. Et en même temps, je développe un autre mouvement politique pour la succession d'Abdoulaye Wade qui est encore sur place. Si Karim doit succéder à son père, il appartiendra au peuple d'en décider. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas être dans un mouvement qui va anticiper ce phénomène-là. Je ne peux pas accepter que Abdoulaye Wade, en principe, soit succédé par son fils. Parce que nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une monarchie. On n'est pas dans un royaume. On n'est pas dans un empire. Nous sommes dans une république. Une république est une organisation dans laquelle le pouvoir politique s'acquiert démocratiquement. Donc c'est clair pour la première... J'ai refusé. Et 3 jours après, j'ai été limogé. Le premier départ, c'était à cause des guerres politiques. Voilà. Et le deuxième, c'était la génération du concret. Voilà. Et maintenant, entre-temps, nous avons... Et quand j'ai été limogé là également en 2016, j'ai dit, bon, écoutez, je n'ai pas assez encore d'étudier. Je suis allé en France, j'ai fait le concours d'entrée à l'École internationale des avocats de Paris. J'ai réussi. J'ai fait 2 ans et demi de formation. Et à quel moment vous avez rejoint le camp du président actuel, Macky Sall? Alors, quand j'ai fini, on est arrivé à l'année 2012. J'avais dit que Abdoulaye Wade veut faire la modification de la Constitution. Il veut aussi être à un troisième, il veut être candidat à un 3e mandat que je n'ai pas accepté. Ce n'est pas acceptable. C'est contre la volonté du peuple, c'est contre la Constitution. Il veut aussi se faire succéder coûte que coûte par son fils. Ce n'est pas une monarchie. Je ne suis pas d'accord. Si tel est le cas, si notre leader n'a de volonté que de se faire succéder par son fils, alors moi je ne peux pas aller avec lui. Ensuite, et c'est là où j'ai été véritablement décidé à quitter. Quand on a évincé Macky Sall injustement de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui a été élu pour 5 ans, mais parce que simplement on veut l'éteindre, on le descend purement et simplement et de façon injuste. Je dis que cette injustice-là doit avoir un prix que je dois payer avec Macky Sall. Macky Sall, c'est quelqu'un qui était mon ami, à qui j'ai dédié d'ailleurs ma thèse de doctorat d'État. Mais aujourd'hui, je l'ai quitté. Oui, il y a un moment où vous partagez les mêmes principes. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, parce que vous allez voir, et vous êtes certainement, si vous suivez mon regard, vous verrez que l'émergence que l'on clame urbi et orbi, qui est devenu même un mot galvaudé, ne peut jamais être atteinte tant que le président continue à appliquer les politiques publiques qu'il définit actuellement et qu'il fait appliquer par le gouvernement. Donc, je ne suis pas sûr que le Sénégal ait aujourd'hui une croissance de 6. Non. Le Sénégal peut avoir peut-être une croissance de 3 ou de 4, ou 4 et quelques, mais 6, non. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas visible sur la réalité. Ce n'est pas visible, mais ce n'est pas surtout une question de croissance. Mais c'est parce que le président est en train de faire des politiques qui sont de nature à faire de la prévarication des ressources publiques. Je vais m'expliquer. Regardez la salle de conférence de Diamniadio qu'on a dédiée à Abdou Diouf. C'est une salle qui a été construite uniquement pour héberger le 15e sommet de la francophonie, du 30 novembre 2015. Mais la francophonie, ce sommet-là, pouvait se tenir dans la salle de King Fahd. Mais c'est dans cette salle que l'OCI a eu lieu. Mais non, mais c'est loin d'abord de la ville, c'est loin de la ville. Ensuite, c'est un endroit qui n'est pas encore bien animé. Je ne suis pas contre Diamniadio du tout, mais pour l'instant, pour l'avenir peut-être... Comment? Il y a un pôle urbain, mais pour l'instant, on ne va pas dépenser 80 milliards pour attendre des années et des années pour avoir une petite retombée. Non. Donc, la salle de conférence de King Fahd était suffisante. La salle même de Grand Théâtre était suffisante pour accueillir le 15e sommet de la francophonie. On ne peut pas dépenser 80 milliards pour héberger un événement d'un jour. À vous entendre, on peut dire que le président Macky Sall ne s'attaque pas aux politiques
Non, il fait une mauvaise adéquation des ressources publiques. Quand on dépense les ressources publiques, on les dépense par priorité, suivant les besoins de la nation. Mais la salle de conférence de Diamniadio n'était pas une priorité pour le Sénégal. Ce n'était pas une préoccupation du peuple sénégalais. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ensuite, même récemment, le TER dont on parle avec tant d'emphase, le train express régional. Mais c'est le train le plus simple à l'heure actuelle dans le monde. C'est un train qui a tellement vieilli, le modèle a tellement vieilli, il file même à 70 km/h. Alors que les trains modernes actuels qu'on appelle TGV, train à grande vitesse, roulent à 280-300 km/h. Eh bien, le TER, pour l'acheter, il fallait un appel d'offres. Les Chinois ont soumissionné. Alstom, une société française, a soumissionné également. Alstom, c'est une société qui se trouve dans un quartier de Paris qu'on appelle Alfortville, la maison d'Alfortville. C'est l'endroit que je traverse tous les jours pour aller à mon cabinet. Cette société était au bord de la faillite. Elle était prête à déposer le bilan au tribunal de commerce. Mais pour soulever cette importante société qui a des milliers d'emplois, le président Hollande a décidé de tout faire pour lui faire bénéficier des marchés. Il a demandé à la SNCF, la Société nationale des chemins de fer de France, de faire des commandes. La SNCF a commandé 81 rames de TGV. Et la diplomatie française est entrée en contact avec le Nigeria. Et le Nigeria a acheté une rame de TGV sur 81 km à 400 000 francs, à 400 milliards de francs CFA. 400 milliards. Là, c'était à dessein de pour faire remonter Alstom. Donc, le Nigeria a commandé une rame de TGV sur 81 km pour 400 milliards de francs CFA. Ça, ce sont des faits, n'empêche que... Le Sénégal, eh bien, a retenu la soumission de Alstom qui a fait 569 milliards de francs CFA pour une distance de 54 km seulement, avec un train ordinaire qu'on appelle le train express régional. C'est le plus grand scandale financier que le Sénégal ait connu depuis son existence. 54 km, 569 milliards pour un train simple, TER, c'est simplement, ça dépasse l'entendement. Mais c'est un TGV que le Nigeria a acheté à 400 milliards. Nous, un simple train ordinaire, à 54 km seulement, on l'achète à 569 milliards. Il y en a beaucoup qui ont fait la comparaison avec d'autres pays qui ont eu ce même logistique-là. Maintenant, n'empêche que ça va desservir les populations. Le drame, c'est que la soumission de la Chine a été abandonnée, alors que la Chine avait fait une soumission qui nous permettait de gagner 155 milliards. On l'a laissé, oui, on l'a laissé, on a pris Alstom. Vous savez, en matière d'appel d'offres, il y a des règles de choix du contractant, du co-contractant. C'est soit le moins disant, soit le mieux disant. Le moins disant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le soumissionnaire qui a fait l'offre la plus avantageuse, financièrement parlant, doit être adjudicataire. Ou alors le mieux disant, même si le soumissionnaire n'est pas le moins disant, mais il offre une technicité beaucoup plus fiable, on lui donne le marché. Mais en l'espèce, on ne peut pas dire que la Chine n'a pas de qualification pour construire un train fiable. Et la Chine aurait construit le TGV, disons le TER, avec 155 milliards de bénéfices pour le Sénégal. On l'a laissé, on a pris Alstom, qui nous a fait payer pour 54 km, pour un train ordinaire express régional, 569 milliards de francs CFA. On aura compris. Impossible. Le rupture est consommé avec l'actuel pouvoir. Maintenant, vous êtes présent dans la coalition RL de Maître El Hadji Diouf en perspective de 2017. Tout à fait. Pourquoi l'RL de Maître El Hadji Diouf d'abord, j'ai été invité par pas mal de coalitions. Je ne veux pas citer les gens qui m'ont appelé, les places qu'on voulait me proposer. Moi, mon but, ce n'est pas d'être obligatoirement élu. Je suis avocat, moi je vis, il n'y a pas de problème. Vous ne dépendez pas de la
Non, non, je n'ai pas besoin d'un salaire, je gagne plus de 5 fois en ministre. Ce n'est pas possible. Mon problème, c'est que le Sénégal soit géré, et pour cela que le gouvernement qui gère le Sénégal soit contrôlé par un parlement efficace, un parlement d'hommes et de femmes compétents, courageux aussi pour contrôler l'action du gouvernement. Dans ce cadre-là, qui voyez-vous dans l'Assemblée nationale actuelle? Quelqu'un qui soit compétent, mais aussi qui soit courageux comme Maître El Hadji Diouf. Il n'y en a pas. C'est un homme compétent dans sa profession, je suis bien placé pour le dire parce que je suis avocat. Bon, mais il est également compétent à l'Assemblée nationale et c'est aussi un homme patriote. Un patriote invétéré et intransigeant. On peut faire chemin avec un homme comme ça si on est soi-même patriote. Eh bien, c'est pourquoi j'ai décidé de cheminer avec lui. Que je sois ou que je ne sois pas élu, j'aurais fait quelque chose qui soit conforme à mes principes. Travailler avec quelqu'un qui est comme moi, patriote, pour le devenir de mon pays, le Sénégal, qui m'est le plus cher. C'est pourquoi je l'ai choisi. Plutôt que d'autres, même si j'ai peut-être plus de chance ailleurs que chez lui. Oh, on peut gagner aussi avec lui. Parce que nous sommes quand même la voix du peuple. Et nous entendons travailler pour représenter dignement la nation. Et je demande que les électeurs sénégalais soient cette année très vigilants. La législature qui va venir doit être différente de toutes les autres. Parce que c'est celle-là qui va voir le début de l'exploitation du pétrole et du gaz. On parle déjà d'assistants parlementaires. L'assistant parlementaire, oui, mais les assistants parlementaires, ils ne peuvent pas parler. S'ils même ils parlent, ils donnent des conseils à des gens qui ne comprennent pas, ça ne servira à rien. Le rôle du député, c'est quoi? C'est pas seulement voter la loi et le budget de l'État. C'est aussi contrôler l'action du gouvernement pour que cette action soit conforme aux intérêts de la nation. Pour cela, il faut que le député soit capable de lire les projets de loi, les comprendre, les interpréter, les évaluer, les mettre en rapport avec l'intérêt général. Et dans ce cas, Maître El Hadji Diouf est un expert. J'en suis un avec toute la main. Mais dans le droit, parce que l'adoption, le contrôle de l'action gouvernementale demande une technicité. Tout le monde n'est pas capable de contrôler l'action du gouvernement. Il y en a qui disent que c'est parce que le même jour, il y avait d'autres conférences de presse et que cette déclaration entre dans le cas d'une communication. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi. S'il l'a dit, c'est qu'il le sait. S'il l'a dit, c'est qu'il le sait. Quelle réaction vous attendez de la part de cette assemblée-là? Mais écoutez, si l'Assemblée nationale conteste les faits, mais il n'y a pas 1000 solutions, il n'y en a que 2. Soit on se tait et qui ne dit rien consent, soit on n'est pas d'accord avec la déclaration, on porte plainte pour diffamation ou diffusion de fausses nouvelles. Point barre. La transition est par la justice. Après Karim Wade, on a assisté à l'arrestation de Khalifa Sall. Quelle appréciation vous faites? Mais la justice n'étant pas indépendante, elle est au service du pouvoir exécutif. La justice sénégalaise n'est pas indépendante, loin s'en faut. Le président de la République est le chef du pouvoir exécutif, il est aussi chef du pouvoir législatif et chef du pouvoir judiciaire. Vous voulez que j'explique? Bien. C'est lui, le président de la République, qui nomme le Premier ministre, et sur proposition de celui-là, il nomme aussi les ministres. Donc il est chef du pouvoir exécutif. Bien. Mais il est aussi chef du pouvoir législatif, vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de la majorité parlementaire, vous le savez? C'est la majorité qui décide à l'Assemblée. Dès lors que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, est en même temps chef de la majorité parlementaire, il devient en même temps chef du pouvoir législatif. Mais à partir de cette position d'être chef du pouvoir exécutif et législatif, il utilise le pouvoir législatif de légiférer pour évincer le pouvoir judiciaire de ses prérogatives constitutionnelles. Vous voulez que je donne des détails? Il y a des détails. Le pouvoir judiciaire est sous le contrôle du pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que les magistrats qui animent le pouvoir judiciaire ont un organe qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature qui gère la carrière des magistrats. Cette institution est dirigée par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est pas un fait nouveau. Oui, mais attendez, j'arrive. Tant que le président continue à gérer la carrière des membres du pouvoir judiciaire, institution constitutionnelle, au même titre que le pouvoir exécutif, les magistrats ne seront pas indépendants. Ensuite, et de plus en plus,
la passerelle entre la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, garde des Sceaux, et le pouvoir judiciaire, est telle qu'aujourd'hui, le pouvoir judiciaire ne peut rien faire sans l'accord du président de la République. Pourquoi? Il faut une justice indépendante. Mais Khalifa Sall n'a pas commis de faute. Parce qu'il n'a fait que ce que tous ses prédécesseurs ont fait. Et ensuite, même si ses prédécesseurs ont fait, on peut dire que ces faits sont peut-être répréhensibles. Mais en l'espèce, on ne peut pas le dire parce que la caisse d'avance, c'est quoi? C'est une caisse dont les fonds sont publics, mais la destination, c'est la couverture des charges des dépenses urgentes. Oui. Alors, la caisse d'avance est financée par des fonds publics, mais sa gestion, c'est destiné aux dépenses urgentes de la commune, de la primature, de l'Assemblée, etc., etc. Partout où il y a le fonds politique. Mais pourquoi voulait-on que le Khalifa Sall n'ait pas droit au fonds politique? Mais il est élu au suffrage universel comme le président de la République. Et en plus, lui, il est élu encore par ses pairs. Donc il a une double légitimité, élu au suffrage universel direct et élu au suffrage universel indirect. Le président de la République a des fonds politiques exprimés en milliards, qu'on lui donne sans débat et qu'on ne contrôle pas. Celui qui est le maire de la capitale nationale, il n'en a pas droit. Pour quelle raison? Et pourquoi? Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales a droit, alors qu'il est simplement nommé. Il est simplement nommé, il a droit à des fonds politiques. Celui qui est élu pour gérer la capitale nationale n'en a pas droit. Au nom de quoi? Et puis, vous savez-vous, c'est simplement une manière de l'éliminer. Je vais prouver que c'est simplement une manière. Non, non, mais je vais vous donner une manière. Je vais vous prouver que c'est une manière de l'éliminer politiquement. Parce que si ce n'était pas le cas, Khalifa Sall ne devrait pas être sous mandat de dépôt. Parce que vous savez, en droit, pour être placé sous mandat de dépôt, il faut des conditions. 1. Il faut que ce soit un individu qui soit capable de réitérer les faits qu'on lui reproche. 2. Il faut que ce soit quelqu'un qui est capable de soudoyer les témoins ou bien d'exercer une pression sur les témoins. 3. Que ce soit quelqu'un qui soit capable de faire disparaître les preuves. 4. Il faut que ce soit quelqu'un qui risque sa vie en se mettant en liberté, parce qu'il y a des gens qui sont contre lui, notamment les parents de la victime ou des victimes. Et 4. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de se soustraire de la justice. C'est-à-dire qui disparaît pour se faire, pour ne plus être jugé. C'est-à-dire qu'il fuit, quoi. Mais Khalifa Sall, vous croyez que Khalifa Sall va fuir pour ne pas être jugé au Sénégal? Aujourd'hui qu'il est en prison et que dans Manko, on parle d'une possibilité qu'il porte, comment dirais-je, la candidature nationale de Manko au Sénégal et qu'il y a le PDS qui s'y oppose, est-ce que vous avez bon espoir de... Mais je souhaite, moi, je ne suis pas de leur coalition. C'est un problème interne à la coalition Manko au Sénégal, ce n'est pas un problème de l'ERAL. Moi, je suis membre de la coalition LERAL. Est-ce que vous travaillez à la cohabitation au Sénégal? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, la constitution sénégalaise n'a pas prévu cela. Nous sommes dans un régime présidentiel. Non, on n'est pas dans un régime présidentiel, les gens le disent, mais c'est tout à fait faux. Dans un régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Dans un régime présidentiel, la responsabilité politique du gouvernement n'existe pas. Autrement dit, on ne peut pas faire de motion de censure. On est dans un régime semi-présidentiel, à tendance présidentialiste, c'est-à-dire on exagère un tout petit peu l'aspect présidentiel. Monsieur, la cohabitation est possible, mais s'il y a cohabitation, il y aura de graves problèmes au Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce que la Constitution dit que c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation et que c'est le gouvernement qui est chargé d'exécuter cette politique-là. C'est-à-dire que le gouvernement va être chargé de la politique et des conséquences de cette politique qu'il n'a pas définies. Si un jour la cohabitation a lieu, autrement dit, l'opposition est majoritaire au Parlement, c'est le chef de l'opposition majoritaire au Parlement qui sera le Premier ministre. Mais il va être confronté à quel problème? C'est qu'on va lui demander d'appliquer une politique qu'il n'a pas déterminée. Vous allez être responsable d'une politique que vous n'avez pas déterminée, vous. Il va y avoir un grave problème entre le président de la République et le Premier ministre dans le cadre de la cohabitation. Comme le problème s'est posé, on parle de cohabitation, la 13e législature devra statuer sur ce éventuellement. Mais dès que la 13e législature est installée, la première des choses, c'est de modifier la Constitution. On peut le faire.
Oui, on peut... Vous savez, la Constitution, on la réforme par 2 voies. Soit par la voie de la seule Assemblée, soit par la voie référendaire. Mais il suffit que les 3/5 du Parlement se prononcent pour sa révision, on la révise. Et il faut réviser cette disposition pour permettre, un jour s'il y a cohabitation, ou permettre à cette même cohabitation-là d'être opérationnelle. Sinon, il va y avoir un conflit entre les 2 têtes de l'exécutif, entre le président de la République et le Premier ministre. Et le pays va être paralysé. C'est sûr. On en saura quelque chose d'ici le 30 Inch'Allah. date des élections. Inch'Allah. C'est la fin de cette émission, M. Mahamadou. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, mais dans les petits détails, parce que j'ai beaucoup de choses à dire encore sur ces mêmes sujets. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire dans les prochains jours. En tout cas, CNews vous ouvre tous ces portes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine émission.